merci d'être là pour ce jour pluvieux. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment réussir les déploiements dans des grands groupes. Donc, nous, notre société IoTbox, on est là pour faciliter les relations entre des grands groupes. Donc, ici, Didier Rubert qui se présentera dans quelques instants, et Frédéric Pedro, grand start-upper, qui se présentera dans quelques instants aussi. Donc, notre vision, c'est entre grands groupes et start-up, il y a un potentiel immense dans l'industrie française pour développer la valeur avec des solutions technologiques innovantes. Tous les jours, on trouve des retours sur investissement, des optimisations de process qui permettent d'améliorer soit la productivité, soit de faire des nouveaux services à forte valeur ajoutée pour les grands groupes. La seule contrainte qu'on observe aujourd'hui et qui est la raison d'être d'IoTbox, c'est que parfois, entre grands groupes et start-up, ils ne parlent pas toujours le même langage. Et nous, notre idée, c'est de faciliter ces relations. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire parler deux de nos partenaires, donc un grand groupe et une start-up. Et donc, je vais laisser la place à Didier Rubert pour qu'il se présente. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Donc je me présente, donc Didier Rubert, je travaille à EDF Ergeom. Donc c'est une unité d'EDF qui travaille dans l'ingénierie pour la construction de centrales thermiques essentiellement, donc tout ce qui est centrales fuel, charbon, gaz, turbine à gaz. Et on fait également des services dans le nucléaire. Voilà. Et services à tiers à l'international. Donc je travaille à EDF depuis environ 34 ans. Donc j'ai commencé ma carrière aux études et recherches. Et après, je suis venu dans le domaine de la construction de centrales, tout ce qui est suivi de construction, mise en service de tous les process industriels de centrales. Voilà. Actuellement, donc, je suis ingénieur responsable de domaine activité de site. Donc ça veut dire c'est tout ce qui est travaux et mise en service des centrales en France et à l'international. Il y a 2 ans, on a créé une nouvelle direction qui s'appelle la direction technique et innovation. Donc là, moi, je suis responsable du domaine activité de site, mais j'ai aussi une part d'innovation. Parce que depuis quelques temps, donc, notre PDG, Jean-Bernard Lévy, dans le cadre de la transformation numérique de l'entreprise, a demandé à toutes les unités de travailler sur l'innovation et de proposer des outils ou des méthodes innovantes pour améliorer le quotidien d'EDF. Voilà. Merci Didier. Et donc, je vais passer la parole à Frédéric Pedro, CEO de Expert Téléportation. Bonjour à tous, donc Frédéric, c'est une société que j'ai créée en 2010 lorsque j'étais étudiant. On avait pu travailler directement avec Microsoft USA à l'époque et on s'est lancé sur ce sujet de la téléportation. Puisqu'avoir le bon expert au bon endroit et bon expert au bon endroit, ça devient un enjeu stratégique finalement pour limiter le temps d'immobilisation des sites, des chantiers, des équipements industriels, voire des hommes. Et notre mission à Expert Téléportation, c'est justement de téléporter le savoir-faire d'experts vers un opérateur qui sera sur place pour en finir avec les déplacements systématiques. Comment ça se passe? C'est un logiciel qui est sur des lunettes connectées qui permet de voir exactement comme si on était sur place. Technologie que j'ai créée pour mon père, parce que c'est un expert, un directeur industriel qui fait plus de 200 jours de déplacement par an. Et donc cette technologie, elle permet d'augmenter la productivité, avec des gains parfois jusqu'à 10 000 %, puisque si on fait en 20 minutes, ce qui prenait plusieurs jours de déplacement, on pourra peut-être en parler comme des opérations au Vietnam. Bon. Gain de réduction de coûts, puisqu'on évite des coûts de déplacement. Des gains également sur l'uptime, le taux de disponibilité des machines. Et puis vraiment aussi des gains humains. On va réduire le risque dans les transports, puisque c'est là où il y a le plus d'accidents de travail. On va réduire les risques sur tout ce qui est opération chantier. On va améliorer les conditions de travail, puisque quand on vous appelle à 3 h du matin et que vous allez à l'usine, c'est quand même pas la partie la plus sympa. Et faire de la formation en permanence, ainsi que réduire l'empreinte carbone des entreprises, puisqu'on a gagné le trophée de la croissance verte à ce sujet-là. Donc, ça fait beaucoup de valeurs potentielles. Et puis, il fallait les mettre en place, et ce qu'on a pu faire chez EDF notamment. Merci Frédéric. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'une réussite.
D'habitude, je parle toujours des difficultés, mais aujourd'hui, on va parler d'une réussite. Donc, grâce aux efforts pendant de nombreux mois de notre responsable commercial si présent, Philippe, on a réussi à finaliser un contrat entre Expert Téléportation et EDF. Et donc, on va vous raconter l'histoire de ce contrat, qui est vu comme une réussite. Mais vous verrez que cette réussite n'est pas un long fleuve tranquille, et que malgré un contrat très significatif, on parle de sommes importantes pour une grande société et une start-up, il y a toujours des questions à se poser. Donc, comment on favorise cette réussite et quelles ont été les recettes mises en œuvre pour être en capacité de signer ce contrat et de voir comment on va faire croître ce contrat entre un grand groupe et une start-up. Donc je vais poser des questions à nos amis et grands groupes et start-upers et je vais poser la même question. Et vous verrez que parfois, il y a une vision parfois un peu différente. Donc la première question, c'est avant le contrat. Donc Didier, est-ce que tu peux nous indiquer comment tu sources des startups et quel est le processus pour identifier une startup et démarrer éventuellement un POC? Alors déjà, nous pour sourcer les entreprises, alors start-up ou des petites PME, parce que ce n'est pas forcément que des start-up, donc on participe à énormément de salons, donc des salons comme Vivatech, Rosatori, Global Industry, Beamworld, enfin tous les salons qui travaillent dans le monde de l'innovation. Donc je vous engage pour cela à aller un maximum dans tous ces salons pour vous faire connaître. Parce que c'est vraiment le moyen le plus efficace. Donc ça nous permet de voir les produits, de les comparer, de voir si ça répond à nos besoins. Puis après, de demander aux entreprises qui viennent nous montrer comment fonctionnent leurs produits, alors soit chez nous, soit dans des conditions réelles chez des utilisateurs. Voilà. Alors, tu parlais de POC, c'est ça? Donc nous on aime bien réaliser des POC, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, donc c'est un proof of concept, c'est un prototype en fait. Donc ça je vous engage aussi à faire un POC, mais il faut que ce POC soit payant. Alors pourquoi payant? Parce que ça veut dire que le client il est vraiment intéressé, parce que si vous faites des choses gratuites, le gars il va prendre, après il va pas, vous allez perdre votre temps, donc c'est pas bon. Donc si vous faites un petit POC payant, pas trop cher non plus, ça veut dire qu'il teste le produit sur son installation et après il croit au produit et après vous avez beaucoup plus de chances de contractualiser. Voilà. Alors on ne fait pas toujours des POC, dans certains cas. Si vous avez des références dans des grands groupes, et surtout dans des grands groupes, moi je peux être amené à aller visiter ces clients et regarder comment ça fonctionne chez eux et demander leur retour d'expérience. Voilà. Et déjà avec ça, moi, ça me rassure. Voilà. Très bien. Et toi, Frédéric, comment tu as vécu le sourcing de EDF de ta fenêtre? De ma fenêtre, c'est un accident statistique quelque part. Justement, en allant sur des salons comme ça, vous êtes en compétition avec tout le monde, donc il faut faire plus de bruit que les autres. Donc il faut faire beaucoup de bruit pour parler au plus de sociétés possibles et essayer de sortir de la foule. C'est vrai que moi, ce que je remarque, c'est que quelque part, on est là plus pour donner une vision start-up, donc sans concession. On a travaillé avec plusieurs centaines de grands comptes et ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas une approche extrêmement structurée ou structurée tout court de l'innovation chez les grands groupes pour 3 raisons principales. L'organisation, tout ce qui va toucher justement au budget et tout ce qui va toucher à la notion de risque. Donc ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir parler de cette approche qu'a pu avoir EDF et pourquoi c'est intéressant. Et parlons justement des budgets, on rencontre beaucoup de sociétés qui ont mis en place des politiques d'open innovation ou autres, qui vont rencontrer énormément de startups, énormément d'innovations, mais qui n'ont pas du tout les budgets pour aller ensuite déployer, ne serait-ce que même parfois faire des tests. Je confirme exactement ce que tu dis. On a fait, j'ai mesuré les statistiques de tous les tests gratuits qu'on a pu faire. Moi qui viens de l'univers du gratuit à la base, on est à 100% d'échecs. À chaque fois que ça a été gratuit, on a beau nous dire c'est extraordinaire, il y a eu un impact, c'est que vous n'êtes pas référencé du coup aux achats, ça met beaucoup de complications dans le processus de faire du gratuit que montrer l'implication. Il ne faut pas que ce soit très cher nécessairement.
mais il faut que ce soit un premier pied, je dirais, à l'étrier. Deuxième, c'est sur quand je dis l'organisation. C'est que les grands comptes sont des organisations extrêmement efficaces dans leur métier, leur core business au final. C'est-à-dire on pourrait retirer les managers pendant un mois, l'organisation va tourner puisque il y a des process, c'est extrêmement efficace. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres soucis par ailleurs, mais il connaît bien son métier. Ce qu'on va demander, c'est de mettre en place, de faire des tests d'une manière complètement différente et ça va nécessiter plusieurs ressources en informatique, des chefs de projet pour déployer. Il va falloir aller sur plusieurs sites pour recueillir le feedback des utilisateurs. Et ça nécessite un peu des ressources. Et du coup, il n'y a pas toujours, comme là l'a fait EDF avec cette volonté de laisser du temps pour les opérationnels, je dirais que c'est le plus efficace. Parce qu'on voit beaucoup d'organisations où ce sont des directeurs d'innovation qui sont mis en place et qui n'ont aucune connaissance du terrain. Et ils ont une connaissance technologique extrêmement forte, extrêmement avancée. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans l'après, dans le futur. Et au final, il y a un décalage entre les besoins opérationnels et les besoins, les besoins du terrain et les besoins concrets. Donc ça peut être aussi une difficulté quand il n'y a pas de fusion entre les besoins opérationnels et la réalité. Alors il y a de nombreuses manières de faire. Ça peut être, est-ce que certaines sociétés comme Safran, GRDF ou autres, on met en place des concours internes, sollicitent une dizaine de techniciens ou ce genre de choses, mais ça peut être à la start-up d'amener ce sujet. Et puis, oui, la notion de risque. Justement, vu que ce sont des notions très efficaces, il n'y a pas de risque, on ne peut pas avoir de risque dans une start-up. Et quand on fait de l'innovation, le risque, c'est plus que ça en fait partie, c'est l'ADN à la fois de la start-up ou autre. Donc vous allez avoir beaucoup parfois de difficultés à la fois sur la gestion du changement. Bon, on a toujours fait ça comme ça, c'est un petit peu ce qu'on entend le plus. Les remarques, c'est quelque chose qu'on monitore. Les remarques qu'on a le plus entendues sur 2016-2017, c'est « j'ai peur de me faire licencier si je mets en place votre technologie ». Vous ne représentez que des problèmes au final. Il va falloir qu'on gère ça ne se passe pas bien, il va falloir que je puisse l'expliquer, faire des dossiers ou autre. Ou alors encore, j'ai pas réussi à promouvoir le sujet en interne, on n'a pas de ressources ou ce genre de choses. Donc c'est ça qui est assez particulier. Comment on a vécu le référencement avec EDF ? Eh bien, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait sur le compte. Et dès 2013, dès 2014 ou autre, il y avait des contacts, alors pas avec Didier, et c'est au point où dès 2015, il y a même la communication, le service de communication qui faisait des articles sur nous chez EDF. Donc c'était très valorisant puisque ça nous a permis aussi de nous faire connaître. Mais c'est vrai que bien souvent, faire de l'innovation, c'est rattaché à la communication et rarement de manière concrète. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ça s'arrête là parfois et c'est un peu dommage. Justement, en 2014, on avait eu un no-go d'une business unit de EDF et qui nous avait dit non, on ne travaille pas avec les startups françaises, on travaille plutôt avec les startups américaines puisqu'elles peuvent lever des fonds. Et alors que les startups françaises, elles n'en lèvent pas. Et bon, ça fait un petit peu mal parce que dans EDF, il y a France quand même. Mais ça ne nous empêche pas de continuer. C'est un accident statistique. Donc il y a 18 mois, on fait un événement un peu comme celui-ci qui favorise justement les rencontres et je vous invite justement à venir me parler, et puis à parler entre vous. Et justement, le premier contact se fait et puis ça va se poursuivre par… On avait déjà eu un contact au préalable, mais après tu avais… Oui, ça s'est fait un mois avant, oui, c'est vrai. Et après tu avais organisé un séminaire avec plein d'entreprises qui sont venues témoigner de l'utilisation du produit. Donc ça, c'est vraiment un point fort parce que quand on voit un groupe comme Total, comme Enedis, je ne sais plus qui est-ce que tu avais invité, Peugeot, voilà, qui témoignent de l'utilisation, et puis voilà. Donc ça rassure les grands groupes. Voilà. Donc c'est très important. Je vous engage à faire ce genre d'animation, de séminaire. Et par exemple, donc je sollicite notre expert commercial sur le sujet. Il me dit on va voir EDF. Je dis, on ne sait jamais, oublie pas que tu n'as aucune chance, mais on ne sait jamais, ça pourra fonctionner peut-être l'an prochain ou autre. C'est une question de statistique au final. Et puis ça avance bien.
ça avance plutôt bien et ça puisse… Ça a bien avancé aussi parce qu'effectivement, on a créé cette nouvelle direction technique innovation dans laquelle on a aussi un budget propre à l'innovation. Voilà. Donc ça ne marche pas non plus partout dans toutes les unités d'EDF comme ça. Hein. Là, c'est vraiment parce qu'on est gréé comme ça. Hein. Donc voilà, on est chacun responsable d'un budget et on peut prendre des risques et innover dans tous les produits. Donc 3 conseils pour les startups que j'aurais bien aimé avoir avant, avant de me lancer dans cette aventure. C'est une question de timing. Comme tu le dis, ça peut être une question de stratégie d'entreprise. Ça peut être question de timing des personnes à l'innovation. Bah, si elles ont fait un deal il y a 1 mois ou 2 avec une startup, vous n'êtes plus dans une phase d'investissement ou de priorité. Il va falloir qu'ils s'occupent de la mise en place de ce projet-là. Faites-vous connaître, mais il y a une question de timing. Deuxième, c'est la personne. C'est comme quand vous voulez aller lever des fonds ou faire un emprunt avec une banque, vous devez choisir la personne plutôt que… Ça, c'est très important. Vraiment, c'est une histoire de personnes, de communication. Pour ne pas citer Philippe, donc c'est Philippe Bellhomme avec qui j'ai traité tout le sujet et c'est vrai que voilà, on s'entendait parfaitement et voilà, ça matchait voilà, tout le long. Non mais c'est important de le dire parce que, et même chez nous, voilà. Moi j'ai eu, enfin on va en parler après s'il y a des questions là-dessus, on a eu tellement de freins à l'intérieur de l'unité, j'aurais pu baisser les bras 40 fois et le produit serait mort, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, Presque fini. C'est-à-dire que concrètement, votre mission en tant que start-up, c'est de chercher un pistolero, un cow-boy qui soit dans les grandes entreprises et qui va pas hésiter à faire feu au moment où il va falloir promouvoir une innovation. Donc ça nous est arrivé très souvent de rencontrer des gens qui disent « c'est super hein, votre truc, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, je suis sur d'autres priorités ou autre, je peux pas le mettre en place parce que ça amène une résistance ou tout simplement du temps de mise en place et je l'ai pas. » Donc vous devez trouver quelqu'un d'optimiste avec qui vous entendez bien et qui va promouvoir votre produit. Et qui croit au produit. Donc c'est important que ce soit en général quelqu'un qui est relié à ce sujet. Soit parce que c'est quelqu'un qui s'occupe de l'innovation, que c'est un opérationnel, il va y avoir un gain direct quelque part, soit parce que ça correspond à une stratégie ou autre. Et pour pouvoir que ça marche en place, c'est que vous devez lui mettre des balles dans son pistolet, vous devez le charger. C'est-à-dire que on a pu fournir une petite foire aux questions sur toutes les questions qu'on va poser dans les différents comités. Vous devez l'aider à calculer le retour sur investissement, même si cette partie n'est pas toujours sympa parce qu'on se dit il va monter les prix. Vous devez vraiment l'aider, cette personne, l'accompagner pour qu'elle puisse présenter le projet par la suite. On a eu beaucoup de difficultés sur ça, 2013, 2014, 2015, où on présentait le projet, ça se passait très 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 bien. Et après, il y avait des difficultés dans la présentation au moment où on n'est pas présent, la retransmission, parce qu'on posait des questions qui nous paraissaient pas, qui étaient très étonnantes, type mais ça marcherait très bien si tu mettais un scotch sur la tête avec un bandeau et la question est quelque part tellement idiote que on n'est pas préparé à ça et donc du coup maintenant quand vous êtes dans cette phase-là, vous êtes en phase d'apprentissage. Tout doit être fait pour quelque part que transformer votre contact en champion quelque part en interne pour qu'il vende votre solution mieux que vous. Voilà, donc vous devez vraiment bien le préparer et pas hésiter à le demander, benchmarker. Ça peut être sur est-ce que cette startup ne va pas mourir dans 2 mois ou 2 ans. Il faut que vous donniez des clés vis-à-vis de ça parce qu'on remonte, on est sur le niveau risque. Est-ce qu'ils ont l'air sérieux? Est-ce qu'ils ont déjà déployé? Vous devez vraiment donner des réponses à ça. Il y a plein de réponses possibles. Ça peut être, tiens, on va faire des normes ISO, on va se faire auditer par une société type Early Metrics. Mais il y en a plein des solutions. Ça, tiens, on peut se faire accompagner par un IoT Box pour pouvoir répondre à ces questions et que la personne qui est motivée, qui voit un cas d'usage, qui va réduire ses coûts, elle ait les clés au moment où on va lui mettre des arguments pas forcément toujours rationnels à ce moment-là. Merci pour cette réponse, Fred. Une question pour Didier. Alors, quels ont été les 3 arguments forts qui fait que tu te sois battu pour la solution expert téléportation? Alors, des arguments forts surtout. Bon, alors, des startups qui font des lunettes comme ça, tu n'es pas la seule. Tu le sais.
Donc il y en a plein sur le marché. Donc on a fait, on va dire, déjà une étude de marché avec Manon qui est dans la salle, hein, qui est mon alternante. Donc on a fait une étude, on a comparé à peu près une dizaine de startups qui avaient fait ce genre de produit et puis on a vu très rapidement que le meilleur produit qui correspondait à nos besoins, parce que c'est ça avant tout ce qui est important, c'est un conseil que je donnerais à toutes les startups, c'est déjà quand vous faites un produit, évidemment, vous dans votre tête c'est le meilleur des produits, ça c'est tous les inventeurs disent voilà c'est le meilleur. Mais avant tout, il faut vous mettre côté client, c'est vous dire quel est le besoin du client. Mon produit, est-ce que, voilà, il est peut-être bien, mais est-ce qu'il répond aux besoins du client? Donc il faut déjà s'intéresser à l'entreprise à qui vous allez le vendre. Donc il faut déjà faire une étude de l'entreprise, alors ça peut être EDF ou un autre groupe, et quand vous allez le voir, il faut déjà lui dire, voilà, moi j'ai ce produit-là, il peut t'aider dans tel domaine, sur le chantier, sur les essais, machin, il faut déjà connaître le client. Vous voyez, il ne faut pas arriver avec votre plaquette commerciale et dire voilà ça fait ça, voilà, ça fait plein de choses. Ça on s'en fout. Le client il a besoin d'être rassuré par rapport à son propre besoin. Pour complémenter juste ce point, parce que c'était extrêmement difficile quand je ne viens pas du milieu industriel. Comment on fait ça? Parce que se renseigner sur le client, je ne sais même pas à quoi ça servait. Au tout début, quand j'ai lancé le projet, je disais on fait des lunettes connectées et on peut voir les autres, c'est les lunettes James Bond et c'est cool. Parce que, c'est tout. Oui, mais c'est important parce que toi, si tu prends Google Glass, ils ont inventé leurs lunettes, le produit, il est mort avant d'être sorti, quoi. Parce que en fait, ils ont inventé ce truc-là, mais derrière, ça s'est pas vendu parce que voilà, ils n'ont pas réfléchi à quoi pouvait servir le produit. Voilà. Mais voilà, des startups, ils ont rebondi sur ce truc-là en se disant tiens, il y a peut-être un truc à faire. Voilà. Vous voyez. Alors après, donc c'est important quand même de mettre chez vous une personne, un technico-commercial qui fait de la prospection dans les entreprises pour voir justement et étudier tous les cas d'usage qu'il pourrait y avoir. Et c'est ce qu'on a fait avec Philippe. Hein. Après, moi, vu que je viens du chantier, hein, j'ai fait plus de 20 ans de chantier, donc je connais tous les besoins qu'on a en construction, en mise en service, en exploitation, en maintenance. Et là, avec ce produit-là, moi j'ai vu une liste d'usages impressionnants, quoi. Voilà. Donc c'est surtout ça qui m'a aidé. Et derrière, chez nous, on met en place des concours internes à EDF et on présente des produits. Et donc tous les mois, on a des jurys innovation et on présente des produits qu'on a détectés. Donc il y a plusieurs phases et ce produit-là avait été approuvé par notre direction. Après j'ai passé un concours un peu plus haut et puis là on en est à un concours national EDF. Hein, et voilà, donc sur 130 dossiers, je suis dans les 24 finalistes et 6e. Voilà, donc là ça va. Donc c'est pour montrer voilà l'évolution en 1 an et demi d'un produit quand on y croit. Alors le plus dur chez nous, c'est de convaincre sa direction que le produit, il apporte un plus. Il apporte un plus à l'entreprise. Un plus au niveau de la méthode, au niveau de de réduction des coûts, comme tu l'as cité tout à l'heure, frais de déplacement, la qualité de vie, parce que les experts chez nous on a beaucoup d'experts et on a plusieurs centrales un peu partout dans le monde. Les gars, ils passent leur semaine à faire des allers-retours un peu partout dans le monde, donc ils sont complètement crevés. Là, ils restent au siège, ils peuvent déjà faire un pré-diagnostic à distance. Donc c'est ça qui nous a convaincus. Voilà. Didier, est-ce que le prix a été le premier argument? Non. Alors ça, faut pas croire. Alors le prix, c'est important, évidemment. Mais ce n'est pas le premier des arguments. Pour convaincre votre direction, ce n'est pas en disant le truc il est pas cher, il est bien. Non, l'argument c'est vraiment le plus que ça rapporte et surtout le ROI. Donc je vous engage surtout à faire des ROI et le faire à la place de votre client. Parce que souvent le client il ne sait pas faire un ROI, c'est un métier. Moi-même, je ne sais pas le faire. Enfin, j'ai des notions, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans. Et c'est vraiment un vrai métier de commercial. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il faut aussi connaître la boîte. Il faut connaître ses besoins, il faut connaître... Alors ça veut dire que le commercial, il peut questionner son interlocuteur dans le grand groupe et voilà, savoir par exemple combien de déplacements il fait par mois, dans quel pays il va. Donc voilà. Et il lui fait son ROI à sa place. Et il lui dit, voilà,
Alors là, Manon en avait fait un. Elle avait fait un ROI qui nous avait servi de base. Mais vous, en tant que start-up, si vous arrivez avec déjà votre plaquette, votre ROI, en disant, voilà, tu fais, nous, par exemple, l'exemple, 4 déplacements évités, ça nous remboursait le produit. 4 déplacements évités dans l'année, c'était fini, le produit était rentabilisé. Donc moi, quand je présente ça à la direction, voilà, c'est fini. Le prix, elle s'en fout. Vous voyez, c'est des choses comme ça, des arguments. Donc vous l'avez compris, au bout de 18 mois, EDF et Expert Téléportation signent un contrat, après moult activités. Et aujourd'hui, on passe dans la deuxième phase, la phase du déploiement. Ouais. Donc toujours Didier en premier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui est important pour toi pour sécuriser le déploiement? Oui. Alors moi, je suis convaincu du besoin du produit, comme je le serais pour d'autres produits intéressants. Hein, mais ce qui est important déjà, c'est que la personne qui porte le produit vraiment soit convaincue. Après, ce qui est important, avant de déployer sur les chantiers, il faut trouver le bon interlocuteur, c'est-à-dire il faut que la personne soit vraiment motivée pour utiliser le produit. Si la personne n'allait pas, moi je déploie pas le produit. Donc déjà, il faut qu'elle soit motivée et qu'elle croie, parce que si vous passez ça à un chantier et puis que les gens ils disent oh, ça ne me servira à rien, machin, c'est même pas la peine. Voilà. Donc il faut déjà convaincre. Trouver le bon interlocuteur, le former correctement, c'est-à-dire que quand il va utiliser le produit, le gars, il n'y aura pas de problème, ça va marcher du premier coup. Voilà. Donc ça déjà, avant de le déployer, moi je m'assure. Donc là, maintenant, alors, au départ, c'était Expert Téléportation, ils m'ont formé. Et maintenant, je forme nos salariés à l'utilisation du produit. Mais je fais vraiment attention à ce que la personne vraiment sache parfaitement s'en servir. Voilà. Parce que, je veux dire, là, on est arrivé à un niveau où tout le monde y croit. J'ai énormément de demandes sur les sites, en France et à l'international, mais je ne veux pas le déployer trop rapidement. Parce que ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire que la première personne qui va s'en servir, s'il y a le moindre bug, le moindre problème, le produit, pareil, il est mort. Il peut me tuer le produit en quelques minutes. Voilà. Donc il faut faire très attention parce que ça arrivé à un niveau très haut chez nous, au niveau de la direction et des directions qui connaissent le produit. Voilà, donc pour l'instant ils connaissent tous les avantages et la moindre personne qui dit que ça ne marche pas, voilà, ça va me tuer le truc. Je pense que tu dis quelque chose d'extrêmement juste. Je parlais de ces 3 constantes, hein, organisation, budget et les risques. Nous, ça nous est arrivé souvent, en tant que start-up, on vous pardonnera absolument rien. C'est-à-dire que vous paierez pour toutes les petites erreurs qui pourraient y arriver, même si, prenons des cas concrets, un jour on va faire le POC, le Proven Concept, et le chef du projet du client avait oublié de venir. C'est nous qui avons ramassé et on perd le contrat par la suite. Ça nous est arrivé souvent qu'on ait plein de petits couacs ou autres, et puis tout le monde va chercher à se protéger. Et on paye des pots cassés pour au final, ce n'était pas notre responsabilité. Et il suffit qu'il y ait juste un couac parce que quelqu'un n'est pas motivé. Parce que c'est vrai qu'une technologie avec des lunettes comme ça, avec une caméra, les premiers réflexes qu'on peut avoir dans un CHT ou autre, c'est pas voir tous les avantages même pour l'humain. C'est dire, voilà, je vais être filmé sur mon chantier pour peut-être prouver que je travaille pas bien ou ce genre de choses. Ça peut générer beaucoup d'inquiétudes. Sur les Google Glass, par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, hein, j'ai été arrêté par les services secrets parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était une Google Glass. Et ils imaginaient que j'étais en train de déconstruire des moteurs d'avion ou autre avec ce genre de choses. Donc il y a y aller slowly, effectivement doucement et sécuriser sur chaque étape. Il ne faut pas se dire tiens, c'est une innovation, on va déployer, ça va être super facile. Ça, on le voit trop souvent. Non, il faut aussi de la formation, il faut aussi de l'accompagnement. C'est des habitudes. Quand vous avez travaillé pendant 20 ans d'une certaine manière, c'est pas évident de se dire tiens, on va. Faut accompagner la transformation. Et les premières fois, on appelait et on disait alors c'est utile les lunettes connectées? Oui, c'est utile, mais tu les as utilisées quand la dernière fois? Ça fait longtemps, j'ai oublié de les utiliser. Ça peut être aussi simple que ça. Donc effectivement, le moindre couac, ça va vraiment pas aider après la suite du déploiement parce que ça prendra une proportion qui est assez importante. Justement, c'est souvent surveillé par les hautes sphères, hein, l'innovation, et on pardonne encore moins que si on travaille avec une SS2I ou un cabinet de consulting ou autre. Le niveau d'exigence, c'est… Et en termes de risque, bon, moi au pire, je vais me faire…
je vais me faire engueuler par mon N+1, mon N+2. Bon, mais le pire, c'est que c'est surtout pour la start-up. Parce que là, au niveau de l'image, voilà, c'est pareil, c'est pas bon non plus, quoi. Et justement, Frédéric, quelle organisation as-tu mis en place pour sécuriser le déploiement chez EDF et pour faciliter la croissance du contrat? Alors c'est vrai que nous, on a une petite spécificité, effectivement, tous ceux qui ont le profil un peu champion, c'est-à-dire qui n'ont pu nous défendre sur une difficulté particulière ou autre, on a une tendance à fortement les privilégier. C'est-à-dire que Didier Ruber nous envoie un SMS, un email, ou comme ce dimanche, on lui répond dans les 4 heures. Non, même pas. Non, moi là, ça c'est important aussi. Voilà, dimanche soir, j'étais en train de paramétrer des lunettes pour les livrer lundi matin à 7h. J'avais un souci sur le fonctionnement. J'ai envoyé un SMS, dans les 5 minutes, on me répondait. Voilà, et un quart d'heure après, Antoine m'appelait. Et voilà, bon, ça n'a pas de prix, ça. Hein, voilà. Donc, je veux dire, rassurer le client, une présence permanente, c'est très important. Surtout dans des produits comme ça, innovants. Hein, c'est ça, vous devez rassurer vos champions pour lui donner, quelque part, mettre les armes dans le pistolet pour reprendre un peu cette arme, parce que ce sera de plus en plus difficile pour lui, dans une phase un peu de démarrage critique, de défendre le produit s'il y a des petits couacs, même si c'est des petits couacs. Deuxième élément, c'est effectivement, c'est pareil, vous devez donner des outils pour pouvoir accompagner, que ce soit des éléments pour l'auto-formation, que ce soit pour des outils d'accompagnement au changement, que ce soit des foires aux questions, que ce soit… Il y a beaucoup d'aspects documentaires qui sont à créer. Nous, cette année, on a pu mettre en place une méthodologie qui s'inspire d'une norme ISO, qui est la 9241. C'est comment déployer des innovations en prenant en compte le besoin des utilisateurs. Et je pense que ça passe beaucoup par là, par une espèce de perfection opérationnelle face aux imprévus. Puisque si vous mettez le client en deuxième priorité, du type non, il faut qu'on fasse cette fonctionnalité d'abord, hein, c'est très important, et que vous lui répondez au bout de 4-5 jours, ça va vous être extrêmement reproché. Plus qu'avec des collaborations normales entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vous n'avez pas le temps en fait, il faut que ça marche. Et donc si vous êtes extrêmement réactif, vous allez avoir des champions, littéralement. Il y a plusieurs de nos clients à qui on reproche, mais ils sont actionnaires d'Expert Téléportation, c'est pas possible, que ce soit chez Technip, que ce soit chez Peugeot, ou parce qu'il y a cette réactivité qui est juste incroyable. C'est de mettre finalement le client au centre de votre process et de s'assurer que c'est vraiment, vous êtes hyper réactif sur le sujet. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, l'expert téléportation supporte son champion. Et la prochaine question pour les champions, c'est comment on passe d'un contrat de quelques dizaines de lunettes et quelques centaines de milliers d'euros à un contrat à plus d'1 million d'euros. Ah, ça nous intéresse. Alors, pour passer déjà à cette phase-là, déjà il faut que je l'ai déployé quand même sur un nombre de chantiers suffisant. Parce que là, bon, moi j'en suis convaincu, mais après il faut encore convaincre tous les utilisateurs, tous les exploitants, tous les gars de chantier. Et une fois que que tout le monde sera satisfait, on pourra effectivement augmenter le parc des lunettes. Hein, voilà. Mais là, ça sera dans une deuxième phase. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des problématiques contractuelles particulières? Alors, pour tout ce qui est, si tu veux en venir, donc chez nous, là, pour tout ce qui est produits d'innovation, on a les achats ont mis en place un processus simplifié d'achat qui nous permet d'éviter de faire de la consultation, de la mise en concurrence. Donc ça veut dire qu'on peut faire des marchés en gré à gré, à condition que le produit corresponde vraiment à un produit innovant. Alors innovant, ça veut dire quoi chez nous? C'est un produit qui n'a jamais été utilisé au sein de la maison EDF et qui apporte vraiment un plus, alors soit un plus financier, soit un plus au niveau de la qualité de travail, voilà. Et donc on a tout un questionnaire à remplir qui est après analysé par nos achats et qui décide si effectivement le produit est innovant ou pas. S'il est innovant, dans ce cas-là, on passe par un processus simplifié
on me nomme un acheteur et on a, je veux dire, des pièces contractuelles qui sont beaucoup plus simples que le processus normal à EDF quand on achète une turbine, un alternateur ou autre, qui peuvent durer plusieurs mois. Donc là, en l'occurrence, je ne sais plus combien que ça a duré, les négociations, enfin ça a été quand même relativement vite. Peut-être en 2 mois, en 2-3 mois. Alors le référencement de l'entreprise, ça a été très rapide. Il n'y a pas besoin que la boîte soit ISO, machin, tout ça, puisque c'est une boîte d'innovation, donc on accepte les startups, il n'y a aucun souci. Si la boîte elle a déjà travaillé dans un groupe, alors là toi c'était Enedis, il y avait qui encore, GRDF, tout ça, alors là nous c'est encore plus facile pour faire référencer. En une semaine, Jacqueline, tu me diras, on peut faire référencer une entreprise. Voilà. Alors référencer, ça veut dire quand même, on regarde quand même la santé économique de l'entreprise. Donc ça c'est les acheteurs qui regardent ça. Et on veut absolument que ça soit une start-up, c'est-à-dire qu'elle ait un statut de start-up. Voilà. Et après... En fait, n'hésitez pas à tricher. Vous avez des sociétés qui, comme EDF, a pu mettre en place un processus simplifié d'achat. Il y en a quelques-unes. Si ce n'est pas le cas, faites-vous porter le dossier par une SS2I, un cabinet de conseil, IoT Box ou vous réglez le problème de référencement des achats qui peut être très long. On a des sociétés où il a fallu 1 an pour se faire référencer et où parfois vous êtes convoqué par les achats tous les 6 mois pour qu'on voit vos bilans. Donc c'est du temps, c'est du temps que vous n'avez pas. Comment on peut tricher aussi? Si vous prenez comment se renseigner sur un client quand on ne le sait pas et qu'on ne vient pas de ce monde industriel, c'est très facile de trouver les infos. En général, c'est même plus facile de connaître les infos sur la société plus que les salariés eux-mêmes. Il suffit de lire tous les documents boursiers qui sont à disposition. En général, vous avez 80 pages sur la stratégie de l'entreprise, vous avez vraiment tous les diagrammes. Tout est en ligne, c'est gratuit, c'est les livres annuels de référence. Et dès que vous voulez attaquer des grands groupes, vous avez énormément d'infos sur la stratégie, quels sont les axes sur les 3 prochaines années, quels sont les chiffres. Les chiffres de déplacement en général, c'est assez intéressant. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était l'empreinte carbone. Parfois jusqu'à par déplacement sur les salariés. Vous pouvez avoir énormément d'infos qui sont disponibles gratuitement, ce genre de choses, donc c'est assez facile. Et pour revenir sur la partie benchmark, n'hésitez pas non plus à pirater un peu le process. À un moment donné, nous, je donnais intégralement la liste de toutes les sociétés concurrentes en disant « Perdez pas 2 mois à chercher sur Internet, on va perdre du temps. Voici tous leurs numéros de téléphone, allez plus vite. » Et ça va vous gagner un petit peu de temps. Il y a une difficulté, et ça je ne l'avais pas assez identifié assez tôt, c'est comment on benchmark des sociétés d'innovation. La plupart des grands groupes ne sont pas du tout équipés comme ça, ils vont le penser comme si c'était un CRM, on va comparer la liste des fonctionnalités, ce qui au final donne des résultats de benchmark très drôles, du type on ne savait pas comment vous choisir, les autres ils avaient des cravates. Je l'ai vraiment entendu. Alors, vous avez des fonctionnalités en moins que les autres ils les ont, mais ne fonctionnent pas, on ne sait pas comment faire. Ou alors on va remettre peut-être potentiellement tout ce que vous dites en cause, du type, ce qu'on expliquait, c'est que vous ne pouvez pas tenir un téléphone la main pour filmer des opérations, travailler avec la main libre, et vous ne pouvez pas prendre aussi une deuxième personne qui te fera, il faut embaucher une deuxième personne. Ça c'est intéressant ce que tu dis parce que là, toutes ces critiques que tu as eues, moi je l'ai eu au sein de l'entreprise puisqu'il a fallu que je démontre à toutes les personnes que de l'intérêt du produit. Alors tout de suite, évidemment, on m'a dit pourquoi tu ne prends pas un téléphone, machin, à la place. Mais nous, par exemple, sur un chantier, on n'a pas le droit de prendre un téléphone sur un chantier. Voilà, c'est interdit au niveau de la sécurité. Donc déjà, donc ça, c'est tout gâché. Après, moi, j'ai les experts, ils ont commencé à avoir peur parce qu'ils se sont dit, oui, mais si tu nous équipes de ça, si tu équipes les gens de ça, ça veut dire que nous, on va plus sur les chantiers. Voilà, donc il y avait le côté intéressant d'aller dans les îles, les machins. Donc là, il a fallu que je change mon discours en disant non, mais c'est pas pour ça va pas supprimer votre métier. C'est justement ça va vous permettre de faire un pré-diagnostic et d'aller sur le site avec le matériel qui va bien, de ne pas vous déplacer pour rien. Parce que des fois, on a des experts, ils se déplacent à l'autre bout du monde pour 5 minutes.
Donc ils arrivent et disent ah ben non c'est juste ça. Bon voilà puis ils repartent. Ouais, donc je veux dire c'est de la fatigue, c'est du coût, bas carbone aussi. Enfin bon il y a sécurité, enfin il y a tous les cas. Il y a eu une société qui, par exemple, a payé quelqu'un pour juste tenir 4 heures un téléphone. Donc on est vraiment dans la culture aussi du benchmark en France. Donc autant donner le plus d'éléments et les rendre crédibles, de les faire auditer, rentrer dans une phase d'apprentissage où justement, avec votre équipe commerciale, vous devez entendre toutes les questions qu'on vous pose pour essayer de mettre une réponse totalement bétonnée derrière pour pouvoir armer les gens. Et à l'époque, on t'avait pas totalement armé sur ces éléments, mais… Ah non, mais enfin, bon, derrière… Avec des gants, ouais. Mais comme derrière, bon, j'ai passé plein de pitchs, plein de concours, tout ça, bah, à chaque fois, les questions, c'était toujours les mêmes. Et même au niveau des directeurs, hein, c'était des questions basiques comme ça. Hein, et bon, alors, il ne faut pas s'énerver, il faut répondre tranquillement. Voilà. Et puis, anticipez-les, sinon vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez clairement la jouer directement dans votre présentation en sachant que ça va arriver, ça devient un axe fort. Nous, il a fallu vraiment expliquer la différence avec un téléphone, hein. Lui qui est en général impossible à amener sur un chantier parce que travailler avec des gants, c'est une situation qui peut être même dangereuse et interdite par le CHCT. Hein. Vous ne pouvez pas envoyer des SMS quand vous êtes dans un escalier. Et de les aborder en amont en fait. Hein, voilà, et également, si vous avez un produit innovant, moi je vous engage plutôt que déjà de le faire tester par quelqu'un mais qui n'est pas du tout du métier, en interne. Si vous avez quelqu'un, voilà, vous dites tiens je te donne ça, voilà, pour essayer de voir un peu les questions que des gens pourraient poser. Voilà, quelqu'un voilà. Oui. Ça c'est très intéressant. Parce que vous n'y arriverez pas. Vous mettre à la place du client, vous n'y arriverez pas. Donc il faut essayer de le faire tester par des novices. Puis cette expression anglaise qui dit manger votre propre nourriture de chien en fait, c'est tester votre propre produit. Avec les lunettes connectées, il y a eu beaucoup de soucis au lancement avec les Google Glass ou autre de manière générale. Hein. Le support hardware n'était pas tout à fait prêt. Moi j'ai imposé à mes équipes 2012-2013, eh bien on va les porter tous les jours. Et c'est selon le même principe qu'avait fait Zuckerberg sur l'application de Facebook sur Android, elle est super nulle. iPhone, c'est interdit chez nous. Vous n'utilisez plus iPhone chez nous, je vous fournis des téléphones Android, mais il a suffi de 3 mois pour que Facebook ce soit super bien. Il nous a fallu quelques mois pour justement qu'on réadapte le poids des lunettes, qu'on y mette un petit cordon, qu'on les ajuste sur des lunettes de vue, qu'on les mette sur des lunettes de chantier, parce qu'il fallait qu'on les porte tous les jours. Et pendant cette petite période, on s'est vraiment adapté. Donc il faut aussi utiliser son propre produit. Si vous n'avez pas d'intérêt vous-même, ça va être plutôt difficile de se mettre à la place du client en fait. En synthèse, ce qu'on voit, c'est qu'au final, pour réussir un déploiement, il faut réussir son avant-vente. Et pour réussir son avant-vente et sa vente, il est très important de créer une communication. Donc, ce qu'on voit fréquemment chez IoTbox, c'est que bien qu'on soit tous des ingénieurs, bien qu'on soit tous fans de technologie, bien qu'on soit tous dans des entreprises avec énormément de process, la vente d'une solution innovante, c'est d'abord une histoire d'homme. Et que la start-up, elle doit être au service de son client sur plusieurs axes. Elle doit être au service de son client parce qu'elle doit lui donner les outils pour se battre en interne. Elle doit être au service de son client pour lui donner la motivation d'aller se battre. Et en fait, quand les start-upers discutent avec des grands comptes, son champion, il a la vie tout aussi difficile que celle du start-upper. Donc, c'est vrai. Ouais. C'est un travail d'équipe. Et on doit donner tous les outils aux champions pour aller se battre en interne parce que c'est une vraie bagarre en interne. Et souvent, en start-up, on ne voit pas la difficulté qu'ont les champions à faire aborder des solutions. Donc le prix, ce n'est pas forcément le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que vous apportez à votre grand compte. Donc pour réussir une vente, la seule vraie question, c'est comment votre grand compte gagne de l'argent ou optimise ses risques. Et si on ne sait pas répondre à ça, on n'a aucune chance de gagner une vente. Le troisième axe, c'est d'être en capacité de donner un process complet. Donc une fois qu'on a vendu, c'est que le début de l'histoire. Parce qu'en général, on vend très peu. Et que l'après-vente est tout aussi importante
que l'avant-vente. Et si, ce qu'on a vu, c'est si on rate un seul déploiement, l'affaire elle est morte. Donc on a déjà mis 18 mois à vendre. Si une fois qu'on a vendu, on n'est pas encore attentif, voire plus attentif, eh bien, on a perdu 18 mois. Donc l'avant-vente est importante, la pré-vente est encore plus importante. Et donc il ne faut pas hésiter à trouver tous les moyens possibles. Donc Frédéric disait tricher. C'est pas tricher, c'est optimiser. Hacker. Voilà, votre capacité à pénétrer le grand compte. Faire un maximum de communication. Dans nos activités avec les startups, la technologie, souvent, elle est là. Mais la communication et l'humain peuvent être améliorés. Donc, c'est le vrai constat. L'avant-vente, c'est compliqué. L'après-vente, c'est encore plus compliqué. C'est une histoire d'homme. Et il faut vraiment viser l'humain pour être en capacité de pénétrer le compte et signer des contrats à plus d'1 million d'euros. Et moi qui suis un ingénieur de formation qui était très technique, puisque c'est moi qui programmais les premiers projets au départ, c'est quelque chose qui m'a fallu plusieurs années avant de comprendre, parce que c'est pas naturel. On se dit bah non, ça va être facile, il va gagner du ROI, ça se voit, ça se voit. C'est évident. Et en fait, c'est plus complexe que ça. Voilà. C'est tout un process. Si vous ne connaissez pas, je vous engage à faire du design thinking. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode-là pour certains. C'est une méthode qui est vraiment très très efficace, qui permet justement, quand on est vraiment ingénieur, technique et tout, de se poser les bonnes questions pour vendre son produit. Voilà. Je vous engage à faire une petite formation là-dessus. Vous verrez, c'est une méthode très moderne et qui fonctionne parfaitement. Voilà. Ou prendre des conseils chez IoTbox. Donc, merci de nous avoir écoutés. Il reste tout un tas de croissants, des jus d'orange. N'hésitez pas à networker entre vous. Merci.